Euh, Ma présentation a pour titre Souleymane Bachir Diagne, le penseur du propre et de l'universel. L'un des défis majeurs du monde postmoderne, marqué par la mondialisation et les progrès technoscientifiques, qui remettent et mettent en cause les notions d'appartenance, de provenance, de territoire, d'identité, de spécificité, etc., et d'appréhender convenablement le particulier et l'en commun, ou, pour le dire mieux, le propre et l'universel. Autant la non-prise en charge de ce défi entraîne une multiplicité de malentendus et une diversité de difficultés, autant il existe des rapports si complexes entre le propre et l'universel qu'on ne peut guère penser l'un sans avoir à l'esprit l'autre. Toujours est-il que l'une des préoccupations permanentes de Souleymane Bachir Diagne est de penser sans parti pris l'un et l'autre, ainsi que le rapport au gré des perspectives et en fonction de chaque nouvelle donne. Aussi, énonçons-nous cette hypothèse. Selon Souleymane Bachir Diagne, le propre est moins l'apanage de quelques personnes ou entités qu'il doit s'ouvrir à l'universel. Et celui-ci, sous peine d'être un terrible instrument de colonisation et de domination, doit intégrer les particularités, les préoccupations et les problèmes de chaque peuple. Alors, comment comprendre le propre? En quel sens faut-il le revendiquer? Quels sont les préjugés que sa revendication peut faire naître? Quel lien entretient-il avec l'universel? Quel est l'intérêt de construire ou de reconstruire un vrai universel? Pour prendre en charge ces questions, nous avons organisé nos recherches en deux parties qui peuvent être lues en une seule phrase. Contre une conception carcérale du propre, d'abord. Ensuite, pour un universel plus humain. S'insurgeant contre la conception carcérale du propre, c'est accepter de le penser sans parti pris par rapport à une pluralité de perspectives et, ce faisant, refuser de le limiter ou de le délimiter. Puisque définir, c'est, à bien des égards, délimiter, nous admettons avec Souleymane Bachir Diagne qu'il ne sert à rien de s'épuiser dans les préalables d'une définition introuvable du propre. Cette remarque est, sur le plan heuristique, si déterminante que Souleymane Bachir Diagne soutient l'idée selon laquelle, en matière de savoir, il n'y a pas de propre. Sur ce plan, la pensée africaine n'est pas une île coupée de l'océan du savoir universel. Celui-ci la marque de son sceau, tout autant que celle-là l'influence. Au-delà même du domaine du savoir, il n'y a pas, à proprement parler, de propre. Mieux, l'usage du mot propre n'est pas propre. Il est impropre, ainsi que le fait sentir Souleymane Bachir Diagne, en mettant entre guillemets le vocable de propre. Plusieurs raisons justifient cette thèse. Aussi en donnons-nous deux au moins. D'abord, la revendication du propre est souvent basée sur l'acceptation de la spécificité. Or, celle-ci pose souvent problème. Dans cette optique, Abdoulaye Elimane Kane montre que ce que l'on considère comme spécifique à un continent, un pays, un peuple, une personne, etc., se retrouve souvent ailleurs avec des modes et des modalités d'expression différentes. Ensuite, le propre doit s'ouvrir à l'universel. Il doit le servir et l'enrichir. En analysant dans cette perspective la négritude de Léopold Sédar Senghor, Achille Mbembe fait remarquer que le souci de ce qui nous appartient en propre et de ce qui nous définit en propre n'a de sens que dans la mesure où cela est destiné à être mis en commun. Dès lors, réfléchir sur le propre, c'est moins revendiquer une propriété exclusive, une identité racine,
ou faire l'éloge du particularisme excessif et du cloisonnement des cultures que penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce qui revient à prendre en charge nos propres problèmes et nos propres préoccupations au lieu de nous laisser divertir au sens pascalien du terme, au point de ne constituer que des wagons de la locomotive qui transportent ce que Mamoussé Diagne appelle les matières premières intellectuelles. En ce qui concerne l'Afrique, penser le propre, c'est, comme le suggère Souleymane Bachir Diagne, penser les questions africaines depuis l'Afrique et partir de ces questions elles-mêmes et des exigences de méthode, de conceptualisation qui leur sont coextensives. Penser les questions africaines, comme le fait Souleymane Bachir Diagne, c'est aussi réfléchir sur le monde et l'universel. Car, pour ce penseur du propre et de l'universel, les questions africaines sont des questions planétaires. Dans cette perspective se recoupent ces deux questions qu'Achille Mbembe nous pose. Comment penser l'Afrique dans le monde? Et comment penser le monde à partir de l'Afrique? Penser le propre, c'est être à la fois juge et partie et risquer en permanence d'être partial, ce qui pose le problème de l'objectivité ou de la neutralité. Sur ce plan, penser le propre sans parti pris, c'est l'appréhender sans complaisance et ce faisant s'insurger contre les préjugés, les a priori et les présomptions qui peuvent relever de l'afrocentrisme ou de l'eurocentrisme. C'est à ces conditions que la pensée du propre peut contribuer à la construction, reconstruction d'un universel soucieux des préoccupations de toute l'humanité, d'un universel plus humain. La conférence de Bandung intéresse d'autant plus Souleymane Bachir Diagne qu'elle permet de penser un monde post-colonial, de s'insurger résolument contre un universel que seul un contexte de colonisation et de domination peut justifier. Alors, comment comprendre ces deux formes d'universel? Un universel qui repose sur la colonisation, en est-il vraiment un? Quelles sont les exigences qui doivent présider à la construction, reconstruction d'un universel vraiment universel? Déjà, en 1985, Souleymane Bachir Diagne préconisait de substituer à l'universalisme abstrait un universel universel. Un nouvel universel, autant pour moi. Cet universalisme abstrait recoupe à ses yeux ce que Emmanuel Levinas considère comme un universel vertical. Celui-ci prétend qu'au nom de cet universel vertical, l'Occident, même après Bandung, peut, à défaut de coloniser, continuer à cultiver. Oubliant que dans ce contexte, souvent la culture constitue un moyen de colonisation culturelle et économique. À vrai dire, l'universel vertical tente de légitimer l'entreprise européenne de colonisation et de domination. Il cherche à justifier la soumission, la subordination et l'exploitation des autres peuples qui, en même temps, le fondent ou le favorisent. La promotion de l'universel vertical est symptomatique du souci de l'Europe de se constituer comme le centre de ce dont les autres peuples figureraient la périphérie. Or, comme le souligne Souleymane Bachir Diagne, il n'y a pas de périphérie et donc pas de centre. Le centrisme est d'autant moins acceptable que le polycentrisme, concept cher à Badondoy, pose des défis à la communauté internationale et la contraint sur plusieurs plans à promouvoir un commun vouloir vivre ensemble. Prôner le polycentrisme, c'est rejeter la simplification qui est à l'origine de la promotion de l'universel vertical et qui attribue à l'Europe le monopole de l'initiative historique. C'est aussi accepter d'édifier une histoire polysource qui tient compte de la complexité de ce qu'Édouard Glissant appelle le tout-monde. C'est dans ces conditions qu'on peut construire ou reconstruire un nouvel universel que Souleymane Bachir Diagne appelle à la suite de Maurice Merleau-Ponty et d'Emmanuel
Wallerstein, un universel latéral ou un universel vraiment universel. Souleymane Bachir Diagne souligne qu'Emmanuel Wallerstein, pour expliquer cet universel vraiment universel, ne donne que la fameuse formule chère à Léopold Sédar Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, la nécessité de ce rendez-vous justifie la construction d'un universel latéral. Mieux, celui-ci, parce qu'il place, selon toujours Souleymane Bachir Diagne, côte à côte et sur un même plan toutes les cultures, est une condition de possibilité de ce rendez-vous, tout autant que l'un de ses buts. Dès lors, il importe de construire et de reconstruire en permanence l'universel latéral, tout autant que de penser et de repenser ce rendez-vous du donner et du recevoir, toujours en fonction des préoccupations de chaque époque et de chaque peuple. C'est dans ces conditions que l'un et l'autre peuvent être au service d'un monde postcolonial plus juste et plus humain, d'un monde d'ouverture, de tolérance, de diversité, de solidarité, d'échange, de dialogue, de corresponsabilité et de coopération. D'un monde qui se créolise constamment. En croire Édouard Glissant, la créolisation ne conclut pas à la perte d'identité, à la dilution de l'étang. Elle n'infère pas le renoncement à soi, elle suggère la distance, l'en aller, d'avec les figements bouleversants de l'être. Souleymane Bachir Diagne explicite cette créolisation avec la simplicité qu'on lui reconnaît, lorsqu'il fait remarquer que le monde s'européanise certes, mais aussi s'américanise, s'africanise, se sénégalise, etc. Pour ne pas conclure, je pose deux questions qui ouvrent davantage les perspectives. Ne faut-il pas promouvoir une rencontre qui serait au néocolonialisme ce que la conférence de Bandung constituait pour la colonisation ?